History Secrets. Une question curieuse surgit lorsque nous observons l'histoire humaine. Comment des groupes extrêmement unis apparaissent-ils? Des groupes capables d'agir avec une discipline absolue, et qui semblent posséder une loyauté presque incassable entre leurs membres. Pour explorer cette question, imaginez une expérience mentale. Imaginez une île isolée. Personne ne sait où elle se trouve. Et personne ne peut s'en échapper. Au centre de cette île, il existe un endroit relativement sûr. Une colline protégée. Mais tout le reste de l'île est extrêmement dangereux. Des créatures agressives errent partout. Et toute personne qui quitte le centre doit les affronter pour obtenir des ressources. Maintenant, imaginez que, pour une raison mystérieuse, 100 hommes apparaissent sur cette île. Ils viennent de pays différents, parlent des langues différentes, possèdent des cultures différentes, et ne partagent pratiquement rien en commun. La plupart d'entre eux sont pauvres. Peu ont reçu une éducation formelle. Aucun n'était préparé à survivre dans cet environnement hostile. Et au début, la situation semble complètement désespérée. Ils ne parviennent même pas à communiquer. Ils n'ont pas de leadership défini. Et ils savent que toute tentative d'explorer l'île implique des risques extrêmes. Il serait naturel d'imaginer que ce groupe s'effondrerait rapidement. Mais l'histoire humaine montre quelque chose de surprenant. Dans des situations de survie extrême, les communautés peuvent se transformer rapidement. Et ce qui se passe dans ce scénario hypothétique est exactement cela. La première chose qui apparaît est un langage commun. Même si chacun parle une langue différente, ils commencent à créer un système de communication de base. Des mots mélangés, des gestes, des expressions simples. En peu de temps, tout le monde parvient à se comprendre. Ensuite, quelque chose d'encore plus puissant apparaît. Un récit commun. Chacun commence à raconter sa propre histoire. D'où il vient, ce qu'il a perdu, ce qu'il attend de l'avenir. Avec le temps, ces histoires individuelles commencent à se transformer en un mythe collectif. Un mythe fondateur. Un récit qui explique pourquoi ce groupe existe et pourquoi il doit survivre. Dans de nombreux cas historiques, ces mythes finissent par prendre une dimension spirituelle. Le groupe commence à croire qu'il possède une mission spéciale. Une mission choisie par des forces supérieures. Cette croyance renforce la détermination collective. À partir de là, apparaissent des rituels. Les rituels servent à renforcer l'identité et le sentiment d'appartenance. Ils créent des liens émotionnels entre les membres du groupe et aident à maintenir la cohésion dans les moments de difficulté. Un autre élément inévitable apparaît rapidement. Le leadership. 100 personnes confrontées à un environnement hostile ont besoin de quelqu'un pour organiser les décisions. Quelqu'un qui inspire confiance. Quelqu'un qui représente le groupe. Imaginez maintenant le moment où ce groupe doit choisir un leader. Un homme plus âgé se lève. Il a de l'expérience. Il s'exprime bien. Explique des stratégies pour affronter les dangers de l'île. Son discours est intelligent et persuasif. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit. Un jeune homme se lève. Il ne fait pas de discours. Ne présente pas de plan complexe. À la place, il fait quelque chose de simple. Il montre sa main. Et avec un couteau, il entaille sa propre peau devant tout le monde. Sans hésiter. Sans montrer de peur. Le geste est silencieux. Mais il transmet un message puissant. Sacrifice. Engagement. Volonté absolue de souffrir pour le groupe. À ce moment-là, le choix du leader devient évident. L'homme le plus éloquent peut devenir conseiller. Mais le leader sera celui qui a montré qu'il était prêt à mourir pour les autres. Ce type de leadership apparaît de manière répétée dans l'histoire humaine. Des leaders qui inspirent non seulement par leur intelligence, mais par leur volonté d'assumer des risques extrêmes pour le collectif. Avec le temps, ce groupe sur l'île commence à se transformer profondément. Même s'ils étaient faibles au départ, ils apprennent à devenir forts. Même s'ils étaient pauvres et désorganisés, ils apprennent la stratégie.
Ils développent de la discipline, une confiance mutuelle et une loyauté presque absolue. Progressivement, quelque chose d'encore plus intéressant apparaît. La cohésion. Une forme de lien psychologique si forte que le groupe commence à fonctionner presque comme un seul organisme. En psychologie sociale, cela est parfois décrit comme un esprit collectif. Lorsque des individus partagent des expériences intenses sur de longues périodes, leurs décisions et leurs réactions commencent à s'aligner. Ils commencent à anticiper le comportement les uns des autres. Pensez à une équipe sportive hautement entraînée. Les joueurs semblent anticiper les mouvements de leurs coéquipiers. Les passes se font sans communication verbale. Tous semblent agir en parfaite synchronisation. Cette synchronisation n'apparaît pas par hasard. Elle naît d'une confiance profonde, d'un entraînement commun et d'expériences partagées au fil du temps. Dans des situations extrêmes, ce lien peut devenir encore plus fort. Des soldats en combat rapportent souvent ce type de connexion. Ils parviennent à percevoir l'état émotionnel de leurs compagnons presque instantanément. Imaginez maintenant une situation de danger sur l'île. Un membre du groupe part chercher du bois. Il s'éloigne considérablement du camp. Et soudain il est attaqué. Peut-être est-il trop loin pour crier. Mais ses compagnons peuvent sentir que quelque chose ne va pas. Une sensation. Un pressentiment. Cette expérience est souvent comparée au lien entre parents et enfants. De nombreuses mères disent ressentir quand quelque chose ne va pas avec leurs enfants. Même lorsqu'ils se trouvent dans un autre pays. Si cette communauté sur l'île reste unie pendant des années, sa cohésion peut devenir extraordinaire. Chaque membre apprend à faire totalement confiance aux autres. Et lorsque le moment de danger extrême arrive, des décisions difficiles peuvent être prises instantanément. Imaginez qu'un groupe fuit des créatures dangereuses. Ils traversent un pont improvisé. 9 parviennent à traverser. Mais le 10e perçoit quelque chose de terrible. Si les créatures traversent le pont, tous mourront. Alors il prend une décision. Il coupe la corde du pont, sachant que cela signifie sa propre mort. Ce type de sacrifice apparaît de manière répétée dans l'histoire. Des soldats qui se jettent sur des grenades pour sauver leurs compagnons. Des personnes qui risquent leur propre vie pour protéger le groupe. Lorsqu'une communauté vit ce type d'expérience pendant des années, son identité collective devient extrêmement puissante. Et maintenant, imaginez la fin de cette expérience mentale. Après 20 ans à survivre ensemble sur l'île. Tous sont mystérieusement transportés de nouveau dans le monde réel. Ils retournent à leurs anciennes vies. Mais ils portent quelque chose que personne d'autre ne possède. Une expérience partagée. Une identité profonde. Un réseau de loyauté absolue. Naturellement, ces personnes chercheraient à se retrouver. Elles réuniraient leurs enfants, transmettraient leurs histoires, préserveraient leurs rituels. Avec le temps, ce réseau pourrait s'étendre. Leurs descendants hériteraient non seulement de richesses ou de statut social, mais aussi d'une culture secrète de cohésion et de loyauté. Et c'est là qu'apparaît la question provocante. Et si de nombreux groupes puissants de l'histoire étaient nés d'expériences similaires? Des expériences extrêmes qui ont créé des communautés extrêmement unies. Sociétés secrètes, ordres initiatiques, groupes d'élite. Peut-être que tous ont commencé de la même manière. De petits groupes ayant traversé des épreuves intenses. Et ayant développé une confiance absolue entre leurs membres. Si cette hypothèse est correcte, elle aide à expliquer pourquoi certains groupes semblent exercer une influence sur plusieurs générations. Car leur force ne repose pas seulement sur la richesse ou le pouvoir, mais sur quelque chose de plus profond. Cohésion, loyauté et identité collective. La théorie de l'île ne prétend pas qu'une société secrète spécifique domine le monde. Elle propose quelque chose de plus simple. Une manière de comprendre comment des groupes humains extrêmement unis peuvent émerger. L'histoire montre que de petites communautés dotées d'une forte cohésion peuvent exercer une influence disproportionnée, même lorsqu'elles sont numériquement réduites. Car leur force ne réside pas seulement dans des ressources matérielles, mais dans une confiance absolue entre leurs membres.
Pensez à des ordres militaires d'élite. Pensez à des fraternités académiques. Pensez à d'anciennes confréries religieuses. Tous ces groupes partagent quelque chose en commun. Des rituels, des récits fondateurs, et des expériences transformatrices qui créent une loyauté profonde. Cette loyauté permet au groupe de fonctionner presque comme un organisme unique. Les décisions peuvent être prises rapidement. L'information circule avec confiance. Et les stratégies sont exécutées avec discipline. Cela ne signifie pas nécessairement que ces groupes conspirent pour dominer le monde. Mais cela signifie qu'ils peuvent posséder des avantages importants. Coordination, confiance et continuité à travers les générations. De nombreuses élites historiques ont émergé de cette manière. De petits cercles partageant une éducation similaire, des expériences similaires, des valeurs similaires. Avec le temps, ces réseaux sont devenus extrêmement influents. Universités prestigieuses, institutions militaires, ordres initiatiques. Tous fonctionnent d'une certaine manière comme des communautés de confiance. La théorie de l'île suggère que ce type de réseau peut naître de situations extrêmes. Guerre, exil, crise profonde. Des moments où de petits groupes doivent faire totalement confiance les uns aux autres pour survivre. Lorsque ces expériences se produisent, quelque chose de puissant émerge. Une identité collective, un récit commun, une culture partagée. Cette culture peut inclure des symboles, des histoires, des cérémonies, et même des langages propres que seuls les membres comprennent pleinement. Ces éléments créent un sentiment d'appartenance extrêmement forte, parfois plus fort que les liens familiaux ordinaires, plus fort que des alliances politiques temporaires. Et lorsque ce type de lien traverse les générations, il se transforme en tradition. Les enfants héritent non seulement de biens matériels, mais aussi d'une identité, d'une mission, d'une vision du monde. C'est pourquoi de nombreuses organisations anciennes possèdent des rituels d'initiation complexes. Ils ne servent pas seulement de cérémonies symboliques. Ils recréent, de manière contrôlée, des expériences de transformation. Des expériences qui rapprochent les nouveaux membres de la culture originelle du groupe. Ces rituels peuvent inclure des défis, des épreuves, des moments de vulnérabilité. Tout cela contribue à renforcer la confiance mutuelle. Lorsqu'une personne traverse une expérience intense aux côtés d'autres membres, le lien psychologique se renforce. C'est une dynamique reconnue dans plusieurs domaines de la psychologie sociale. Mais la théorie de l'île soulève également une question plus profonde. Qu'est-ce qui définit réellement le leadership? Dans l'expérience mentale de l'île, le leader n'a pas été choisi pour son intelligence, ni pour son éloquence. Il a été choisi pour avoir démontré du sacrifice, pour avoir montré qu'il était prêt à souffrir pour le groupe. Cette démonstration d'engagement a créé une confiance immédiate. Au fil de l'histoire, de nombreux leaders ont émergé de cette manière. Ils ont gagné des partisans non seulement par leurs idées, mais par leur courage, par l'exemple personnel, par leur volonté d'assumer des risques. Ce type de leadership inspire quelque chose de puissant, la dévotion. Lorsque les membres croient que leur leader partage leurs sacrifices, la loyauté se renforce. Et cette loyauté peut soutenir des communautés entières, des mouvements sociaux, des ordres religieux, des groupes révolutionnaires. La théorie de l'île n'est donc pas seulement une réflexion sur les sociétés secrètes, c'est une réflexion sur la nature humaine, sur la manière dont les communautés se forment, et sur la façon dont la loyauté et l'identité peuvent façonner l'histoire. Au fond, elle suggère quelque chose de simple. Dans les moments de crise, de petits groupes peuvent se transformer de manière extraordinaire. Ils peuvent développer des liens si forts qu'ils perdurent sur plusieurs générations. Ces liens peuvent construire des institutions, peuvent façonner des cultures, et parfois même influencer le destin de sociétés entières. Peut-être est-ce pour cela que les histoires de fraternité, d'ordre secret et d'élites invisibles continuent de fasciner autant de personnes. Elles reflètent une intuition profonde,
L'intuition que derrière les structures visibles de la société existent des réseaux humains invisibles. Des réseaux de confiance, de mémoire partagée, d'identité collective. Et si la théorie de l'île est au moins partiellement correcte, alors beaucoup de ces réseaux ont peut-être émergé de la même manière. De petits groupes, de grandes épreuves, et une promesse silencieuse de rester unis. Au final, peut-être que le véritable secret de ces communautés n'est pas le pouvoir, mais quelque chose de beaucoup plus simple. La loyauté, la confiance et la capacité humaine de créer du sens même dans les situations les plus difficiles. Car lorsque des personnes affrontent l'impossible ensemble, elles ne redeviennent presque jamais les mêmes. Et parfois, ces transformations finissent par façonner le monde d'une manière que peu de gens perçoivent. La quête pour comprendre le passé a toujours fait partie du parcours humain. Nous explorons des ruines, déchiffrons des inscriptions anciennes et enquêtons sur des récits oubliés. Chaque découverte élargit notre compréhension des civilisations qui nous ont précédés. Mais elle révèle aussi de nouvelles questions. Des questions qui continuent d'alimenter notre curiosité. Car l'histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un chemin continu de découverte. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. L'histoire des civilisations anciennes soulève une question centrale sur le fonctionnement des sociétés humaines. Comment contrôler de grandes populations? Lorsque de petites communautés se transforment en sociétés complexes, un problème fondamental apparaît. Coordination sociale, ordre politique, stabilité collective. Les premières grandes civilisations du monde ont été confrontées exactement à ce défi. Et chacune d'elles a développé des solutions différentes pour organiser des millions de personnes sous un même système. Parmi les premières sociétés complexes de l'histoire se trouvent 4 civilisations fondamentales. La Chine ancienne, la civilisation de la vallée de l'Indus, la Mésopotamie et l'Égypte. Chacune d'elles a trouvé un chemin distinct pour résoudre le problème du contrôle social. En Chine, par exemple, la solution fut la bureaucratie. Un système administratif extrêmement structuré, basé sur des examens et une sélection méritocratique. Pendant des siècles, les familles chinoises ont consacré d'énormes efforts à préparer leurs enfants aux examens impériaux. Réussir ces examens signifiait entrer dans la fonction publique et devenir une partie de la machine administrative de l'État. Ce système créait une stabilité sociale, parce qu'il canalisait l'ambition des familles vers un objectif institutionnalisé: servir l'État. Dans la civilisation de la vallée de l'Indus, la solution semble avoir été différente. Là-bas, l'organisation sociale était profondément liée à la religion. Une religion qui, selon certaines interprétations, mettait l'accent sur des valeurs d'harmonie, de paix et d'égalité. Cette tradition spirituelle a fini par influencer des courants religieux ultérieurs en Asie du Sud, incluant des éléments qui apparaîtraient plus tard dans le bouddhisme. En Mésopotamie, en revanche, le contexte géographique a créé une réalité très différente. Contrairement à la Chine, la région possédait peu de barrières naturelles, sans grandes montagnes ni océans pour assurer une protection. Cela rendait la région extrêmement vulnérable aux invasions. Et, en conséquence, les guerres constantes sont devenues une partie centrale de l'organisation politique. Des conflits fréquents aidaient à maintenir la société mobilisée, créant un environnement où la guerre fonctionnait comme un mécanisme de cohésion sociale. Mais peut-être que le modèle le plus singulier est apparu dans l'Égypte ancienne. Là, la stabilité politique a été construite autour d'une figure centrale: le pharaon. Dans la vision religieuse égyptienne, le pharaon n'était pas seulement un dirigeant. Il était considéré comme une manifestation divine,
une incarnation vivante de forces sacrées garantissant l'ordre du monde. Cette croyance avait des conséquences profondes, parce que l'autorité du pharaon ne dépendait pas seulement de la force militaire, elle était liée à la structure spirituelle même de la société. Mais cela créait aussi un problème. Si le pharaon était humain, sa vie était constamment en danger. Conspiration, intrigue de palais, conflit de succession. Gouverner un empire exigeait plus que de la légitimité religieuse. Cela exigeait des compétences psychologiques spécifiques. Cela soulève une question intrigante. Qu'est-ce qui caractérise réellement un grand leader dans l'histoire? Souvent, on apprend que le leadership exige des vertus classiques. Sagesse, empathie, responsabilité, capacité d'inspirer la confiance. Ces qualités sont certainement importantes dans de nombreux domaines de la vie. Mais certaines analyses historiques suggèrent que les leaders opérant dans des environnements extrêmement compétitifs développent un autre ensemble de caractéristiques. Parmi elles, 3 compétences apparaissent fréquemment dans les analyses du comportement politique. La première est l'imprévisibilité. Lorsqu'un leader est difficile à prévoir, ses adversaires ont plus de difficultés à anticiper ses décisions. La seconde est une forte tolérance au stress. Les leaders font souvent face à d'énormes pressions, crises, conflits, attaques politiques constantes. Maintenir une stabilité émotionnelle dans cet environnement peut être un facteur décisif pour la survie politique. La troisième caractéristique mentionnée par certains analystes est le détachement émotionnel, la capacité de prendre des décisions difficiles sans être paralysé par des émotions immédiates. Ces 3 caractéristiques peuvent être résumées en un concept psychologique spécifique. La dissociation. En psychologie, la dissociation fait référence à un état mental dans lequel une personne se distancie partiellement de ses propres émotions ou expériences, comme si elle observait la situation de l'extérieur. Dans des environnements de pression extrême, cette capacité peut permettre à un leader de continuer à prendre des décisions rationnelles, même dans des circonstances hautement stressantes. Certaines interprétations historiques suggèrent que certains systèmes de pouvoir ont pu tenter de développer ou de stimuler ce type d'état mental chez leurs dirigeants, surtout dans des contextes où le pouvoir politique était entouré d'intrigues et de menaces constantes. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, des mythologies complexes jouaient un rôle central dans la formation symbolique de l'autorité royale. Des récits impliquant des dieux comme Ra, Osiris et Horus structuraient la vision égyptienne du pouvoir et de l'ordre cosmique. Ces mythes n'étaient pas seulement des histoires. Ils formaient la base de rituels, de symboles et de récits qui légitimaient le pouvoir du pharaon. Dans de nombreuses cultures anciennes, les rituels et les mythologies fonctionnaient comme des instruments de formation psychologique, créant des identités, établissant des rôles sociaux et renforçant l'autorité politique. Indépendamment de la manière exacte dont ces processus fonctionnaient, une chose semble claire. Les grands systèmes de pouvoir ont toujours cherché à façonner le comportement et la mentalité de leurs dirigeants. Parce que gouverner des sociétés complexes exige bien plus qu'une autorité formelle. Cela exige un contrôle émotionnel, une capacité stratégique, et souvent, une énorme résistance psychologique. C'est peut-être pour cela que l'histoire est remplie de leaders dont les personnalités semblent difficiles à comprendre. Des figures capables d'alterner entre des comportements contradictoires, un calme extrême dans des moments de crise, ou des décisions inattendues qui surprennent alliés et adversaires. Ces caractéristiques soulèvent une réflexion intéressante. Dans quelle mesure la psychologie individuelle influence-t-elle le destin des sociétés? Et dans quelle mesure les systèmes politiques façonnent-ils les personnes qui accèdent au pouvoir? Cette question reste ouverte. Mais l'histoire suggère que comprendre le comportement des leaders peut être aussi important que comprendre les événements qui façonnent le monde. Lorsque nous analysons plus profondément les structures de pouvoir des civilisations anciennes, nous remarquons quelque chose de curieux. Le pouvoir dépend rarement uniquement de la force militaire ou de la richesse économique.
Il dépend aussi du contrôle psychologique. Contrôle des croyances. Contrôle des perceptions. Contrôle de l'identité. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, la mythologie jouait un rôle bien plus profond que celui de simplement expliquer le monde. Elle fonctionnait comme un système symbolique de pouvoir. Parmi les principaux dieux égyptiens figuraient 3 figures centrales. Quelle part de sang, Téléphone, Osiris et Horus. Ra était le dieu du soleil, la force qui apportait la vie à l'univers. Chaque nuit, selon le mythe, il descendait dans le monde souterrain pour affronter un serpent colossal qui tentait de dévorer le soleil. Et chaque nuit, il devait vaincre cet ennemi pour garantir la naissance d'un nouveau jour. Osiris, quant à lui, représentait la civilisation, le pharaon juste, le dirigeant qui instaurait l'ordre et la prospérité. Mais son histoire était marquée par la tragédie. Son propre frère, Seth, conspirait contre lui, le trompait et le détruisait. Selon le mythe, Osiris s'était tué et son corps était démembré, dispersé à travers le monde. Mais son épouse, Isis, rassemblait chaque fragment, reconstituant le corps de son mari. De ce processus naissait Horus, le fils qui hériterait de la mission de restaurer le trône, et d'affronter Seth pour récupérer le pouvoir légitime. À première vue, cette histoire peut sembler n'être qu'un récit mythologique, un ensemble de légendes religieuses. Mais certaines interprétations suggèrent que ces mythes avaient une fonction bien plus profonde. Ils pouvaient fonctionner comme des modèles symboliques d'identité, des archétypes qui façonnaient la vision du monde des élites dirigeantes. Chaque figure représentait un type spécifique de rôle psychologique. Ra représentait le héros divin, la force qui lutte contre le chaos. Osiris représentait la victime injustement traitée, le dirigeant qui subit la trahison et la destruction. Et Horus représentait le vengeur, l'héritier qui restaure l'ordre. Certaines analyses suggèrent que ces figures pouvaient fonctionner comme des identités symboliques qui façonnaient le comportement du pharaon, des rôles mentaux que le dirigeant devait incarner à différents moments. Dans certaines situations, le pharaon devait agir comme Ra, le défenseur de l'ordre contre le chaos. Dans d'autres circonstances, il pouvait assumer le rôle d'Osiris, la figure qui souffre, qui résiste, qui symbolise le sacrifice. Et dans des moments de conflit politique ou militaire, l'identité d'Horus pouvait émerger, le dirigeant qui récupère le pouvoir et vainc ses ennemis. Cette multiplicité symbolique a pu aider à façonner la mentalité des dirigeants, leur permettant d'opérer dans différents rôles psychologiques. Lorsque nous observons des leaders à travers l'histoire, quelque chose de similaire semble se produire. Beaucoup d'entre eux présentent des personnalités hautement complexes, capables d'alterner rapidement entre différents styles de comportement. Dans des moments de crise, ils peuvent agir avec une froideur calculée. À d'autres moments, ils peuvent mobiliser des récits héroïques ou symboliques pour inspirer leurs partisans. Cette capacité à alterner entre des identités peut être liée au phénomène psychologique connu sous le nom de dissociation. Dans la psychologie moderne, la dissociation ne signifie pas nécessairement un trouble. Elle peut se produire de manière légère et quotidienne. Nous jouons tous des rôles différents selon le contexte. À la maison, nous sommes une personne. Au travail, une autre. Entre amis, encore une autre. Ces rôles ne sont pas nécessairement faux. Ils font partie de l'adaptation sociale. Mais dans des environnements de pouvoir extrême, cette flexibilité psychologique peut devenir beaucoup plus intense. Parce que les leaders font face à des pressions que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Des décisions qui affectent des millions, des conflits militaires, des crises économiques, des menaces constantes. Pour survivre dans cet environnement,
Certains leaders peuvent développer une forme de détachement émotionnel, une capacité à observer la situation comme s'ils étaient en dehors d'elle. Ce détachement peut permettre des décisions rapides, mais il peut aussi générer des comportements qui semblent incompréhensibles pour des observateurs externes. Au fil de l'histoire, de nombreux dirigeants ont été décrits comme imprévisibles, charismatiques à certains moments, extrêmement froids à d'autres. Cette dualité soulève une question fascinante. Le pouvoir transforme-t-il la psychologie des individus? Ou certains profils psychologiques sont-ils plus enclins à atteindre des positions de pouvoir? Peut-être que la réponse se trouve quelque part entre ces deux possibilités. Parce que les systèmes de pouvoir complexes ne sélectionnent pas seulement certains types d'individus. Ils façonnent aussi ceux qui atteignent le sommet. Au fil du temps, les leaders apprennent à naviguer dans des environnements de compétition intense et développent des stratégies mentales pour gérer des risques constants. Cela aide à expliquer pourquoi l'histoire présente souvent des leaders dont les personnalités semblent contradictoires, humaines, mais en même temps distantes. Peut-être qu'en fin de compte, comprendre le pouvoir exige de comprendre quelque chose d'encore plus profond. Lorsque nous commençons à observer ces structures psychologiques avec plus d'attention, une question encore plus profonde apparaît. Si les leaders peuvent être façonnés par des systèmes symboliques, des rituels et des récits, dans quelle mesure l'esprit humain peut-il être influencé? Cette question apparaît de manière récurrente dans l'histoire. Religion, rituels initiatiques, entraînement militaire, programmes idéologiques. Tous ces systèmes cherchent à modeler les comportements humains. Dans le cas des civilisations anciennes, beaucoup de ces processus étaient liés à des rituels intenses, des expériences symboliques, des situations provoquant un fort impact émotionnel. Dans plusieurs cultures anciennes, les rituels d'initiation impliquaient des moments de peur, d'isolement ou d'épreuves physiques. Ces expériences créaient des souvenirs extrêmement marquants, et bien souvent, modifiaient profondément la perception de l'identité de la personne. Certains anthropologues décrivent ce processus comme une forme de reconstruction symbolique de la personnalité. La personne traverse une expérience limite et en émerge avec une nouvelle identité sociale. Dans l'Égypte ancienne, certains rituels liés à la mythologie et à l'autorité royale ont pu jouer ce type de fonction symbolique, surtout au sein des élites politiques et religieuses. Ces rituels renforçaient l'idée que le pharaon n'était pas simplement un dirigeant ordinaire. Il représentait des forces divines, des rôles cosmiques, des identités associées aux dieux de la tradition égyptienne. Cette vision renforçait son autorité auprès de la population, mais elle contribuait aussi à façonner sa propre perception de l'identité. Lorsqu'une personne passe des années à être traitée comme une figure divine, son esprit peut commencer à intérioriser ce rôle. Et cela peut profondément modifier sa manière de penser et d'agir. En même temps, les systèmes de pouvoir utilisent souvent des symboles et des récits pour renforcer la loyauté des élites. Serments, secrets, sociétés restreintes. Ces mécanismes créent des réseaux de confiance et de dépendance, des éléments fondamentaux pour maintenir la stabilité des régimes politiques complexes. À de nombreuses périodes de l'histoire, les alliances politiques ont fonctionné presque comme des sociétés discrètes, où l'information, la confiance et la stratégie étaient partagées uniquement entre des membres sélectionnés. Cette dynamique se rapproche de concepts étudiés par la théorie des jeux, un domaine qui analyse comment les individus prennent des décisions stratégiques dans des environnements compétitifs. Dans des systèmes où de nombreux acteurs se disputent le pouvoir simultanément, les alliances deviennent fondamentales. Mais ces alliances peuvent aussi être fragiles. Elles changent rapidement, se forment et se défont à mesure que les intérêts évoluent. Dans ce type d'environnement, l'imprévisibilité peut devenir un avantage stratégique. Si les adversaires ne peuvent pas anticiper vos décisions, il devient beaucoup plus difficile de construire des stratégies contre vous. Cette logique apparaît de manière répétée dans la politique internationale.
Certains leaders cultivent délibérément une image d'imprévisibilité, créant de l'incertitude chez alliés et adversaires. En même temps, la politique de haut niveau exige une énorme résistance psychologique, critique constante, attaques politiques, pression publique, crise inattendue. La capacité à rester fonctionnel sous ce niveau de pression est une caractéristique commune chez les leaders qui restent longtemps au pouvoir. Mais il existe aussi un côté plus sombre à cette dynamique, lorsque les leaders se détachent excessivement des conséquences humaines de leurs décisions. Guerre, sanctions, politiques économiques. Toutes ces décisions peuvent affecter des millions de personnes. Et prendre ces décisions exige souvent un degré significatif de détachement émotionnel. Cette réalité soulève une réflexion inconfortable. Le système politique mondial favorise-t-il des personnalités plus froides et calculatrices? Ou bien la structure même du pouvoir transforme-t-elle ceux qui atteignent le sommet? L'histoire n'offre pas de réponse simple, mais elle montre que les environnements hautement compétitifs tendent à sélectionner des individus capables de faire face à une pression extrême. Et, bien souvent, cela signifie développer une relation différente avec des émotions comme la peur, la culpabilité ou la compassion. Cependant, comprendre ces dynamiques ne signifie pas les accepter comme inévitables. Au contraire, cela signifie reconnaître comment fonctionnent les systèmes de pouvoir. Parce que ce n'est qu'en comprenant ces structures qu'il devient possible de réfléchir à des moyens de construire des systèmes politiques plus équilibrés. Des systèmes où le leadership ne serait pas défini uniquement par la survie stratégique, mais aussi par la responsabilité collective. Cette réflexion reste ouverte. Tout comme reste ouverte la grande question du pouvoir. Qui contrôle réellement le destin des sociétés? Les individus extraordinaires? Ou les structures invisibles qui façonnent leurs décisions? Peut-être que la réponse se trouve dans l'interaction entre les deux, entre l'esprit humain et les systèmes de pouvoir qu'il crée. Si nous regardons toute cette discussion sous une perspective historique, une conclusion intéressante commence à émerger. Le pouvoir n'a jamais été seulement une question de force. Il a toujours été lié à l'esprit humain, à la manière dont nous percevons le monde, à la manière dont nous interprétons la réalité. Les civilisations anciennes ont compris cela très tôt. Elles ont réalisé que contrôler un empire ne signifiait pas seulement contrôler des territoires. Cela signifiait contrôler des récits, des symboles, des expériences collectives. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les rituels et les mythologies n'étaient pas seulement des traditions religieuses. Ils contribuaient à structurer tout l'ordre social, renforçant l'autorité du pharaon et consolidant la stabilité du système politique. En participant à ces rituels, les individus ne se contentaient pas d'observer des récits sacrés. Ils vivaient ces narrations, et cela créait un lien émotionnel profond avec la structure de pouvoir. Ce type de mécanisme apparaît dans de nombreuses sociétés. Cérémonies politiques, symboles nationaux, récits historiques partagés. Tous ces éléments contribuent à construire des identités collectives. Et les identités collectives sont fondamentales pour maintenir la cohésion sociale. Mais lorsque nous tournons notre attention vers les leaders eux-mêmes, quelque chose d'encore plus intrigant apparaît. Le leadership exige souvent une capacité psychologique inhabituelle. Gérer des décisions qui affectent des millions de personnes. Supporter des pressions constantes. Opérer dans des environnements où les alliances changent rapidement. Dans de tels contextes, l'esprit humain doit développer des mécanismes d'adaptation. Des stratégies psychologiques permettant de faire face à des situations extrêmes. Parmi ces mécanismes, le détachement émotionnel apparaît fréquemment. Une capacité à observer les événements sans être complètement submergé par eux. Cette aptitude peut être utile pour maintenir de la clarté en période de crise. Mais elle peut aussi créer un paradoxe.
Car des leaders qui se distancient trop des conséquences humaines de leurs décisions peuvent perdre le contact avec la réalité quotidienne de la population. Cette tension accompagne la politique depuis des millénaires, entre rationalité stratégique et responsabilité morale. Au fil de l'histoire, certains leaders ont réussi à équilibrer ces deux dimensions. D'autres ont été consumés par le pouvoir lui-même. Et c'est peut-être là l'une des grandes leçons que l'histoire nous offre. Le pouvoir n'est pas seulement une force externe, c'est aussi une force psychologique. Il transforme les institutions, transforme les sociétés, et transforme souvent profondément ceux qui l'exercent. C'est pourquoi comprendre le pouvoir exige de regarder au-delà des décisions politiques ou militaires. Cela exige aussi d'observer les structures invisibles qui façonnent le comportement humain. Récits, croyances, rituels, expériences qui forment les identités. Ces éléments influencent à la fois les gouvernants et les gouvernés, et aident à expliquer pourquoi certaines structures de pouvoir peuvent durer des siècles, tandis que d'autres s'effondrent rapidement. Peut-être que la véritable question n'est pas seulement qui gouverne, mais comment les sociétés construisent les systèmes qui définissent qui gouverne. Car en fin de compte, les leaders émergent au sein de structures sociales spécifiques, et ces structures façonnent profondément leurs choix. Ainsi, comprendre le pouvoir signifie aussi comprendre les histoires que nous racontons à son sujet, les récits qui légitiment l'autorité, les symboles qui soutiennent l'ordre social. Et c'est peut-être précisément à cette intersection entre esprit, culture et pouvoir que se trouve l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Comment des sociétés entières parviennent à organiser des millions de personnes autour de symboles, d'idées et de leaders qui représentent ces idées. Répondre complètement à cette question est peut-être impossible, mais l'explorer nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et les systèmes de pouvoir qui continuent de façonner notre avenir. Parce qu'au final, l'histoire du pouvoir est aussi l'histoire de l'esprit humain. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré des preuves, des récits et des découvertes qui tentent d'expliquer cet événement historique. Mais une question reste sans réponse. Si tout s'est déroulé exactement comme nous le pensons, alors pourquoi existe-t-il autant de récits contradictoires? Pourquoi certains détails semblent-ils avoir disparu de l'histoire officielle? Peut-être parce que ce mystère n'a pas encore été entièrement résolu. Et peut-être qu'il existe encore des indices en attente d'être découverts. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Une question apparemment simple peut révéler un doute beaucoup plus profond. Où se trouve réellement la richesse? Dans une conversation provocatrice sur l'argent, la technologie et le pouvoir, une hypothèse radicale émerge. Et si ce que nous appelons richesse n'était qu'une construction collective? Du papier imprimé, des chiffres dans des bases de données, des signaux numériques circulant dans le système financier mondial. D'une certaine manière, tout système monétaire dépend d'une croyance partagée, une confiance collective que ce symbole représente une valeur. Lorsque cette confiance existe, le système fonctionne. Lorsqu'elle disparaît, tout l'édifice peut trembler. Cette réflexion rappelle une métaphore philosophique très ancienne, l'allégorie de la caverne de Platon. Dans l'histoire imaginée par le philosophe grec, des personnes vivent enchaînées à l'intérieur d'une caverne. Elles ne peuvent regarder qu'un mur. Derrière elles se trouve un feu. Entre le feu et les prisonniers, des figures manipulent des objets.
Ces objets projettent des ombres sur le mur. Et pour les prisonniers, ces ombres semblent être la réalité elle-même. Ils donnent des noms aux ombres, discutent à leur sujet, construisent des explications du monde basées sur ces projections. Mais en réalité, ils n'observent que des reflets déformés de quelque chose de plus grand. Certains analystes utilisent cette métaphore pour réfléchir au système moderne, en particulier au système financier mondial. L'argent, dans ce contexte, pourrait être vu comme un symbole collectif, un accord social sur ce qui a de la valeur. Mais si la valeur dépend d'une croyance collective, alors la véritable source de richesse se trouve peut-être ailleurs. Dans la connaissance accumulée, dans la créativité, dans la capacité humaine à imaginer et à construire de nouveaux systèmes. L'influence sociale, la réputation, les communautés formées au fil du temps. Ces éléments peuvent survivre même lorsque les structures économiques changeant. L'histoire montre que les systèmes financiers ne sont pas permanents. Les empires émergent. Les monnaies disparaissent. De nouvelles structures économiques apparaissent. Dans ce contexte, la capacité d'adaptation devient une forme essentielle de richesse. La connaissance, la communication, la créativité. Ces compétences permettent aux individus de se réinventer dans des contextes complètement différents. En même temps, les transformations technologiques créent de nouvelles questions sur le pouvoir et le contrôle, surtout avec l'avancée de l'intelligence artificielle. Certains analystes suggèrent que des systèmes de surveillance basés sur la technologie pourraient devenir des outils puissants d'organisation sociale. Les plateformes numériques sont déjà capables de collecter d'énormes quantités de données sur le comportement humain. Préférences, intérêts, modèles de consommation. Ces données permettent de comprendre et même d'anticiper les décisions individuelles. Dans un scénario hypothétique, des systèmes d'intelligence artificielle pourraient utiliser ces informations pour influencer les comportements à grande échelle. Cette possibilité soulève des débats sur la liberté individuelle, la vie privée et l'avenir de l'autonomie humaine. En même temps, la technologie offre aussi de nouvelles opportunités, des outils d'apprentissage, des plateformes de communication mondiale. La même technologie qui peut amplifier la surveillance peut aussi amplifier le savoir. C'est pourquoi de nombreux penseurs défendent que le facteur décisif restera la capacité humaine à penser de manière critique. Apprendre, créer, collaborer avec d'autres personnes. En période de crise, les sociétés découvrent souvent de nouvelles formes de coopération. Lors de pannes d'électricité, par exemple, les communautés s'organisent souvent spontanément. Les personnes aident des inconnus, partagent des ressources. Ce comportement révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Même sans structure formelle, les individus parviennent à construire des formes d'organisation collective. C'est peut-être pour cela que de nombreux philosophes soutiennent que la véritable richesse ne se trouve pas uniquement dans les ressources matérielles, mais dans les capacités humaines, l'imagination, la connaissance, la connexion sociale. Ces éléments permettent aux sociétés de se reconstruire même après de grandes transformations. Au final, les systèmes économiques et technologiques peuvent changer radicalement au fil de l'histoire. Mais certaines qualités humaines restent constantes. La curiosité, la créativité, la capacité d'apprendre. C'est peut-être exactement cette combinaison qui permet à l'humanité de continuer à se réinventer, même en période de profonde incertitude. Car s'il y a une chose qui reste vraie à toutes les époques,
c'est que les sociétés humaines trouvent toujours des moyens inattendus d'avancer. En explorant ces idées plus en profondeur, une réflexion encore plus large émerge sur l'avenir des sociétés modernes. Surtout lorsque l'on pense à la relation entre technologie, pouvoir et dépendance sociale. Au fil de l'histoire, différents systèmes de pouvoir ont utilisé des instruments spécifiques pour organiser les sociétés. Les empires anciens utilisaient des armées. Les royaumes médiévaux utilisaient la religion et l'autorité divine. Les sociétés modernes, quant à elles, ont commencé à utiliser des institutions bureaucratiques, des systèmes financiers et des réseaux complexes d'information. Avec l'avancée de la technologie numérique, un nouveau type de structure commence à émerger. Des systèmes basés sur les données, des algorithmes et l'intelligence artificielle. Ces technologies ont la capacité d'observer des modèles de comportement à l'échelle mondiale, ce qu'aucune structure de pouvoir dans le passé n'avait réussi à faire. Cela crée des possibilités inédites, à la fois pour l'organisation sociale et pour le contrôle. Certains analystes imaginent des scénarios dans lesquels des systèmes d'intelligence artificielle agissent comme des intermédiaires permanents entre les individus et les institutions. Les applications suggèrent des décisions. Des plateformes filtrent les informations. Des algorithmes orientent les choix de consommation. Progressivement, une grande partie de l'expérience quotidienne devient médiatisée par la technologie. Ce processus peut déjà être observé à petite échelle. Assistants numériques, recommandations automatisées, systèmes de navigation. Chacun de ces systèmes facilite les décisions, mais oriente aussi l'attention. Et l'attention, dans les sociétés contemporaines, est devenue l'une des ressources les plus précieuses. Les entreprises sont en compétition intense pour capter l'attention humaine. Les réseaux sociaux sont conçus pour maximiser le temps passé. Notifications constantes, contenu personnalisé, flux interminable d'informations. Tout cela crée des environnements numériques hautement immersifs. Certains critiques soutiennent que ces systèmes peuvent réduire l'autonomie individuelle, parce que les décisions deviennent influencées par des mécanismes invisibles de recommandation. D'autres observateurs, cependant, soulignent que la technologie élargit aussi les possibilités humaines. Accès à une connaissance mondiale, communication instantanée. Des outils de création et d'apprentissage auparavant inaccessibles. Ainsi, l'impact de la technologie dépend en grande partie de la manière dont les sociétés choisissent de l'utiliser. Un autre point soulevé dans les débats contemporains concerne la perte progressive de certaines connaissances pratiques. Des compétences autrefois courantes. Cuisineur. Construire. Réparer des objets. Avec la spécialisation économique, beaucoup de ces capacités ont été transférées vers des systèmes industriels. Cela a augmenté l'efficacité productive, mais a aussi créé de nouveaux types de dépendance. Dépendance à des chaînes d'approvisionnement complexes. Dépendance à la technologie. Dépendance à des institutions spécialisées. Dans des scénarios extrêmes, comme des crises mondiales ou des catastrophes naturelles, ces dépendances peuvent devenir des vulnérabilités. Pour cette raison, certains penseurs défendent l'importance de préserver des compétences de base d'autonomie, des savoirs pratiques, une coopération communautaire. Ces éléments peuvent renforcer la résilience sociale en période de transformation. Malgré ces préoccupations, il existe aussi une perspective optimiste sur l'avenir. L'histoire montre que les sociétés humaines possèdent une capacité d'adaptation extraordinaire. Lorsque les systèmes entrent en crise, de nouvelles formes d'organisation émergent souvent. De nouvelles technologies, de nouvelles idées, de nouvelles institutions. Dans ce processus,
Les individus qui cultivent la curiosité intellectuelle et la créativité trouvent souvent de nouvelles opportunités. Apprendre en continu. Explorer de nouveaux savoirs. Construire des réseaux de collaboration. Ces capacités peuvent devenir encore plus précieuses dans un monde en transformation rapide. C'est peut-être pour cela que de nombreux philosophes anciens mettaient l'accent sur l'importance du sens, de ce qu'Aristote appelait le télos. Le télos représente l'accomplissement du potentiel humain, la recherche d'une vie pleine de sens. Indépendamment des changements extérieurs, trouver un sens peut offrir une stabilité intérieure. La famille. Enseigner. Créer. Partager des connaissances. Ces activités relient les individus à quelque chose de plus grand que les circonstances immédiates. Et c'est peut-être précisément cette dimension humaine qui continuera à façonner l'avenir. Les technologies peuvent évoluer. Les systèmes économiques peuvent changer. Et les structures politiques peuvent se transformer. Mais la capacité humaine à imaginer de nouveaux chemins reste l'une des forces les plus puissantes de l'histoire. Car, au final, toutes les institutions commencent de la même manière. Avec une idée, une imagination collective, une vision de la manière dont le monde pourrait être différent. Et tant que cette capacité existera, l'avenir restera ouvert à de nouvelles possibilités. Le passé ne disparaît pas. Il reste gravé dans des monuments anciens, dans des textes oubliés, et dans des récits qui ont traversé les siècles. Chaque découverte révèle une nouvelle énigme. Et chaque énigme nous rapproche de la vérité. Vous regardez History Secret. Abonnez-vous et continuez à enquêter sur les secrets cachés de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.